Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mes assistants IA Josh et Juniper, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous discuterons, parfois avec des experts, pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Alors cette semaine, on a une IA qui est capable de discuter sans aucune latence, on a Nvidia qui est dans le radar du régulateur français, et on a une IA génératrice qui est utilisée dans la campagne des législatives. Mais avant de commencer cet épisode avec plein de news hyper intéressantes, je vais faire un petit remerciement, comme d'habitude, pour vos retours, et surtout, là, c'est vrai que j'avais pas eu le temps de faire une grosse introduction la semaine dernière, puisque j'étais en déplacement, pour tout vous dire, dans un événement qui s'appelle le BIF, qui est un événement organisé par Yann Darwin, donc c'est plutôt une autre communauté, celle des investisseurs, mais je sais que parmi les auditeurs de ce podcast, il y a pas mal d'investisseurs parmi vous, puisque forcément c'est aussi mon podcast qui est passé sur d'autres podcasts d'investisseurs, donc forcément ça crée un petit peu une petite inertie là-dessus, et donc ça, j'en suis très content, et du coup ça a été l'occasion pour moi de rencontrer des auditeurs aussi, en chair et en os, donc c'était hyper intéressant pour moi de rencontrer des personnes qui écoutent le podcast et qui le suivent de façon assidue dans la vraie vie, et donc ça fait plaisir. Et ce qui fait également plaisir, c'est d'avoir vos commentaires et vos notes, et comme d'habitude, je le répète jamais assez, mais un petit commentaire 5 étoiles, ça prend très peu de temps sur Apple Podcast et ça aide vraiment le podcast à avancer. Vous l'avez vu la semaine dernière, je vous ai fait un super épisode avec Camillo, j'espère qu'il vous a plu. J'essaie de trouver d'autres invités et j'en ai pas mal là sur ma liste avec qui on est en train de s'organiser pour les prochains épisodes, et c'est ce genre de retour, et en tout cas le fait d'avoir des commentaires et de faire grossir le podcast qui m'aide derrière à avoir des invités à chaque fois de plus en plus nombreux. Et vous l'entendrez cette semaine, les enfants sont couchés, et vous n'aurez pas les petits bruits des enfants en train de jouer derrière vous, donc j'espère que vous serez contents aussi, c'est un peu drôle, mais voilà, c'est bien, je me dis c'est cool d'avoir un podcast naturel, donc des fois on enregistre en journée, les enfants sont en train de jouer dans la pièce d'à côté, donc on les entend, mais voilà, c'est comme ça que vous savez que pour l'instant je n'ai pas encore été remplacé par une IA, et c'est ce qui donne un peu de charme, j'espère, au podcast. Et en tout cas, pour cette semaine, vous aurez un podcast bien propre, normalement sans son des enfants, sauf s'ils se réveillent, donc on sait jamais, on n'est qu'au début de l'épisode. Bon allez, sans plus tarder, on commence avec la partie news, avec une première news qui concerne l'hôpital de Rambouillet, qui a utilisé l'intelligence artificielle pour dépister et soigner le cancer, notamment pour préparer les chimiothérapies et assister les endoscopies. Donc depuis juin, l'unité de pharmacie utilise l'IA, notamment le système DrugCam, pour préparer les injections de chimiothérapie. L'IA aide à doser précisément les volumes et vérifie l'identité des patients, garantissant l'administration correcte des médicaments et réduisant les erreurs. En gastro-entérologie, l'IA CAD-EYE aide à détecter et caractériser les polypes pendant les endoscopies, améliorant la précision de dépistage et permettant de prévenir les cancers en détectant les lésions jusqu'à 5 ans avant leur développement. Donc voilà, hyper intéressant de voir qu'il y a pas mal d'innovations qui sont faites du côté de l'hôpital de Rambouillet, qui est pour l'instant encore à un stade où c'est des choses qui sont plus ou moins encore à un niveau de recherche, c'est pas encore déployé partout, mais ça fait pas mal d'épisodes qu'on en parle, que l'intelligence artificielle elle a vraiment un intérêt hyper pertinent dans le milieu médical, notamment pour ce genre de cas, dosage de médicaments, être capable aussi avec les informations qu'on a sur le patient de faire un traitement qui est plus précis et qui peut être plus poussé, qu'on n'aurait pas le temps de faire avec des analyses de médecins qui ont tout simplement pas le temps de faire des analyses aussi poussées spécifiquement pour un seul patient. Et donc là on va être capable de faire des choses assez évoluées, et pareil en imagerie, l'intelligence artificielle est très efficace pour détecter des choses. On en a parlé notamment avec l'épisode où on discutait de computer vision et de détection d'objets dangereux dans les aéroports. On va détecter des cellules cancéreuses, ou en tout cas des polypes ou autres. C'est des choses dans lesquelles l'IA est particulièrement efficace. Donc ça ne m'étonne pas que ça arrive, et je pense que ça va arriver de plus en plus, et c'est quelque chose qui va faire a priori progresser la médecine. Ensuite, on a une news qui est un peu plus tech, donc c'est l'entreprise Solo qui lance les ErgoVision. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est des lunettes connectées qui sont connectables à n'importe quel large language model. Donc on peut les connecter à ChatGPT, on peut les connecter à Claude, Gemini de Google, etc. Et ça va fonctionner un petit peu comme les lunettes de Ray-Ban, que Ray-Ban a fait en partenariat avec Meta.
où en fait on peut discuter avec une intelligence artificielle avec ces lunettes. Donc il y a un micro et il y a aussi des petites caméras qui permettent à l'IA aussi de voir ce qui se passe, de prendre des photos et d'analyser les images. Donc voilà, c'est un peu le concurrent. Donc pour l'instant c'est juste annoncé, on ne sait pas exactement quand est-ce que ça sort et à quel point ça sera efficace, mais en tout cas sur les Ray-Ban de Meta, pour l'instant les retours sont quand même plutôt assez positifs. Ça permet d'avoir une utilisation assez transparente de certains large language modèles. Maintenant, à garder en tête qu'on a tous un smartphone dans la poche et que des fois ça coûte pas grand chose juste de le sortir pour faire la même chose et donc de prendre une photo ou en tout cas de se servir d'écouteurs Bluetooth tout simplement pour discuter avec une intelligence artificielle. C'est juste que là, c'est vrai que les lunettes, c'est le côté un petit peu plus pratique, mais en même temps, il y a ce côté-là où si on se met à parler à ces lunettes, on va peut-être avoir l'air d'être un peu fou dans la rue. Donc on verra le temps d'adoption qu'il faudra pour que ce soit des choses qui soient un peu plus transparentes. C'est vrai que aujourd'hui, par exemple, ça choque plus personne de voir quelqu'un téléphoner avec des écouteurs Bluetooth et parler tout seul dans la rue. Donc peut-être qu'avec ce genre d'arrivée de lunettes, c'est des usages qui vont apparaître et qui seront un peu plus communs. Ensuite, on a une news qui concerne Google, dont les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 48% au cours des 5 dernières années en raison de l'expansion de ces data centers essentiels pour les systèmes d'intelligence artificielle. Cette hausse compromet l'objectif de l'entreprise d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. En 2023, Google a émis 14,3 millions de tonnes d'équivalent carbone, soit une augmentation de 13% par rapport à l'année précédente. Google a promis d'atteindre la neutralité carbone pour toutes ses émissions directes et indirectes d'ici 2030 et de fonctionner avec de l'énergie sans carbone à toute heure de chaque jour. Et donc forcément, ce challenge risque d'être difficile puisque maintenant leur consommation est en train d'augmenter, tout simplement parce que ils sont en train d'augmenter leur volume de data center et l'intelligence artificielle, clairement, ça coûte beaucoup de temps de calcul, beaucoup de ressources en électricité, et donc forcément ça a un impact sur leur bilan carbone. Juste pour se donner une idée, parce que moi je me suis dit 14,3 millions de tonnes, ça me parle pas plus que ça, donc j'ai été regarder un petit peu à quoi ça correspond. Pour vous donner une idée, Amazon, eux, ils sont à 71,5 millions de tonnes émises. Alors faut savoir que Amazon, ils ont beaucoup de serveurs via le service AWS, et j'ai pas le détail aussi, je sais pas si ça comprend également ce qu'ils font en termes de stockage, etc., vente d'articles, voilà, tout ce qui est hangar, etc., enfin tout ce qui est le site Amazon, qui n'est pas probablement pas, faudrait que je regarde en détail, mais faut pas oublier qu'Amazon, l'un de leurs très gros business, je sais pas si c'est le plus gros, mais ça m'étonnerait pas que ça prenne des plus grosses parts en termes de revenus, enfin en tout cas de bénéfices nets, c'est la partie AWS, donc c'est la partie data center et serveurs fournis aux entreprises. Et donc ça, c'est un très gros business pour Amazon. Donc c'est vrai qu'on le connaît plus nous pour les achats sur Internet, mais c'est pas juste ça Amazon. Donc bref, voilà, pour vous donner une idée, donc Amazon c'est à peu près 71,5 millions de tonnes comparé à Google qui a 14,3. Et pour vous donner une idée à l'échelle d'un pays, la France, nous on est à 385 millions de tonnes de CO2. Donc c'est quand même assez impressionnant quand on la ramène à la consommation d'un pays, 14,3 millions comparé à 385 millions, ça reste quand même très conséquent. Ça fait quelque chose comme à peu près un 30e de la consommation de la France. Donc c'est pas négligeable, et comparé par exemple à un pays comme l'Allemagne qui eux ont un bilan carbone bien plus élevé puisque contrairement à la France ils n'ont pas de nucléaire, eux ils sont à 673 millions de tonnes de CO2. Donc voilà, ça vous donne à peu près un comparatif. Ensuite, on passe à une news qui concerne Nvidia. Et Nvidia, ils sont récemment devenus rentrés dans le top 3 des plus grosses entreprises du monde avec Apple et Microsoft, et ils font face à des accusations de pratiques anticoncurrentielles par les régulateurs français. Cette enquête s'inscrit dans les efforts de l'Union européenne pour maintenir une concurrence équitable dans l'industrie technologique. Les autorités accusent Nvidia d'abuser de sa position dominante pour étouffer la concurrence. Si les accusations sont confirmées, Nvidia pourrait subir des amendes importantes et être contrainte de changer ses pratiques commerciales, ce qui pourrait affecter sa stratégie et son avantage concurrentiel. Donc voilà, on verra si ces choses aboutissent ou pas. Mais intéressant de voir qu'effectivement il y a des accusations de certains législateurs sur le fait que Nvidia est un petit peu en position de monopole, ce qui est clairement vrai aujourd'hui. Et même s'il y a des projets qui existent pour concurrencer Nvidia, pour l'instant c'est vrai qu'ils ont une vraie position de monopole, et c'est ce qui fait, je pense, que l'entreprise, soutenue par le boom de l'IA, a vraiment monté en flèche dans sa valorisation. En tout cas que l'action de Nvidia a énormément grimpé. Je pense que c'est aussi lié un petit peu à tout ça, et donc on verra si ce genre d'initiative de certains États pour essayer de limiter ce monopole paieront ou pas, et on verra aussi si ça aura un impact sur la valorisation de Nvidia. Toujours dans un peu un aspect économique, on a une news qui concerne Samsung, avec les actions de Samsung qui ont atteint un sommet sur les 3 dernières années.
Et c'est stimulé par la demande croissante de puces pour l'intelligence artificielle. Samsung prévoit un bénéfice de 7,5 milliards de dollars pour le deuxième trimestre de 2024, une augmentation de 15 fois par rapport à l'année précédente. Les revenus devraient atteindre 43,5 milliards de dollars, soit une hausse de 25%. Cette performance est principalement due à son secteur des semi-conducteurs, boosté par l'optimisme autour de l'IA générative, un rapport financier détaillé d'ailleurs attendu fin juillet. Donc voilà, Nvidia n'est pas la seule entreprise qui est boostée grâce à l'IA. Samsung est clairement aussi porté par cette voie, notamment par le fait qu'ils fabriquent aussi de leur côté des processeurs. Ensuite, on a une news qui concerne OpenAI, qui bloque l'accès à plusieurs pays, notamment à la Chine. Donc en fait, le 9 juillet, OpenAI a annoncé qu'il bloquerait l'accès à ses services pour les utilisateurs de pays considérés comme non soutenus, dont la Chine. Cette décision suit l'envoi d'emails aux utilisateurs concernés, les informant que le trafic API provenant de ces régions sera bloqué. La liste des pays non soutenus par OpenAI inclut la Chine, l'Iran, la Corée du Nord et la Russie. Cette action fait suite à des accusations selon lesquelles les acteurs malveillants de ces pays auraient utilisé ChatGPT pour des attaques de phishing et la création de logiciels malveillants. Les tensions entre les États-Unis et la Chine ainsi que les sanctions de tarifs américains semblent motiver cette décision. L'impact de cette mesure sera significatif pour les développeurs en Chine qui devront trouver des alternatives locales ou accéder aux services d'OpenAI depuis des régions soutenues. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet, il y a des véritables tensions entre la Chine et les États-Unis. Il y a un blocage d'ailleurs sur la vente de processeurs de Nvidia en Chine. Nvidia ne peut pas vendre tout ce qu'ils veulent en Chine, puisque voilà, il y a un blocage qui est fait de la part des États-Unis. Et à côté de ça, même des entreprises telles que OpenAI se mettent à bloquer des pays comme la Chine. Et à côté de ça, la Chine, eux, ils ont quand même leur propre modèle sur lesquels ils sont en train de travailler. Donc après, forcément aussi, ils n'ont pas non plus la capacité d'acheter des processeurs graphiques. Ils risquent d'être forcément aussi retardés. Mais voilà, je pense que de leur côté, ils ont compris également que l'intelligence artificielle, c'était quelque chose qu'il ne fallait pas négliger. Et ils sont en train de mettre énormément de ressources aussi sur le secteur. Et donc voilà, on voit un petit peu une course un petit peu entre les États-Unis et la Chine sur ce sujet-là. Ça pourrait rappeler un petit peu ce qui se passait à l'époque de la guerre froide avec la course vers la Lune, sauf que là voilà, c'est un petit peu la course à l'IA et forcément chacun est en train de protéger ses propres intérêts. Et d'ailleurs, en parlant de la Chine, on a une news qui concerne cette fois-ci la recherche en Chine. Entre 2014 et 2023, les chercheurs chinois en intelligence artificielle ont déposé plus de brevets que tous les autres pays combinés. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, la Chine a enregistré 38 210 inventions, tandis que les États-Unis n'en ont contribué que 6 276. Les principaux déposants de brevets incluent Tencent, Ping Ant Insurance et Baidu. OpenAI, bien que cité fréquemment, ne se classe que 335e au rang des publications scientifiques avec seulement 48 articles publiés. La Chine a également dominé la production d'articles sur l'IA générative, représentant 45% des publications en 2023. Les brevets chinois couvrent principalement les technologies liées aux images, vidéos, textes et la parole musique. Donc voilà, il y a clairement en Chine une vraie volonté de pousser l'intelligence artificielle avec tous ces brevets qui ont été déposés. Alors après, le nombre de brevets déposés, c'est un indicateur parmi d'autres, c'est pas parce qu'il y a eu énormément de brevets de déposés qui sont tous qualitatifs par exemple, donc ça ne nous donne pas forcément le cœur de tout ce qui se passe derrière. Et puis il faut savoir que des fois les entreprises ne souhaitent pas déposer de brevets parce que c'est aussi un petit peu révéler plus ou moins ce qu'on fait. Que dans certains cas, par exemple le code c'est pas quelque chose qui peut être déposé, on peut pas faire de brevet sur le code informatique. Donc voilà, c'est pas forcément l'indicateur le plus parlant, mais en tout cas ça montre que côté Chine, ils ont vraiment une volonté de pousser énormément l'intelligence artificielle et que a priori ça marche, puisqu'ils ont quand même sorti de nombreux brevets et énormément de papiers de recherche aussi également. Et les papiers de recherche, un avantage, c'est qu'ils sont lisibles par tous et qui font avancer un peu tout le monde. Et on a eu beaucoup de technologies qui ont été révélées notamment par les équipes de Alibaba qui nous ont sorti des papiers qui étaient hyper intéressants et impressionnants même, j'ai envie de dire, puisqu'il y avait notamment le papier qui était capable avec une seule image de créer de l'animation, même si après derrière on a eu un papier similaire sorti par Microsoft. Enfin voilà, en tout cas il y a des choses qui sont en train d'arriver, que ce soit du côté des États-Unis ou de la Chine. Et ce qui est toujours pas mal, c'est de regarder un petit peu ce qui fait au niveau de la recherche, comme ça on comprend un petit peu comment ça fonctionne derrière.
Ensuite, on a une news qui, cette fois-ci, concerne Google, justement, avec les chercheurs de Google qui ont publié une étude alarmante sur l'impact de l'intelligence artificielle sur Internet. Ça nous renvoie un petit peu vers la théorie du dead Internet dont j'avais parlé dans l'épisode. Alors, je me souviens plus exactement du numéro de l'épisode, mais la théorie du dead Internet, qu'est-ce que c'est que Internet serait mort aujourd'hui et qu'en fait, on n'aurait que de la redite, que de la réutilisation du contenu, que le contenu, en fait, il n'y a plus vraiment de contenu authentique sur Internet aujourd'hui. Alors cette théorie, elle remonte un peu à quelques années, mais elle devient de plus en plus vraie, j'ai envie de dire, ou en tout cas vraisemblable avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de contenus qui se retrouvent sur Internet et qui sont créés par l'intelligence artificielle, et donc c'est justement ce que cette étude révèle. Elle révèle que de nombreux sites remplacent leurs rédacteurs par des IA, générant du contenu trompeur. Les utilisateurs exploitent l'IA pour flouter la ligne entre l'authenticité et tromperie, publiant des textes, images et vidéos trafiquées. La production massive de contenu synthétique pourrait accroître le scepticisme envers les informations numériques et surcharger les utilisateurs de tâches de vérification. Certains pourraient même présenter des contenus authentiques comme générés par l'IA pour se dédouaner. Donc ça c'est toujours le risque, Ce problème c'est que si on crée énormément de fausses choses et qu'on floue le message et qu'à chaque fois on demande aux personnes d'aller faire la recherche pour savoir ce qui est vrai ou pas, ça demande beaucoup d'efforts. Et puis derrière aussi ça peut être très facile de décrédibiliser une véritable vidéo ou un véritable contenu en disant ah oui mais ça a été généré par une IA. Et voilà, c'est vrai qu'il y a un véritable risque derrière sur la partie désinformation et tout simplement sur le fait de continuer à avoir du contenu qualitatif sur Internet si à côté de ça on a les intelligence artificielle qui se mettent à publier du contenu en masse. Ensuite, on a la prochaine news qui va d'ailleurs introduire un petit peu mon sujet de la semaine, qui concerne justement toutes ces campagnes qu'il y a pu y avoir sur la partie désinformation. Et donc, j'ai été voir un papier qui a été réalisé par l'ONG iForensic, qui est une ONG du coup neutre, en tout cas qui se présente comme étant neutre, et qui a fait toute une recherche sur la campagne qu'on a en ce moment en France, la campagne sur les législatives, et qui a révélé que des partis, en particulier d'extrême droite, ont utilisé l'intelligence artificielle pour diffuser des messages anti-immigration et anti-Europe pendant la campagne des européennes, et ensuite la campagne des législatives qui est en train de se terminer aujourd'hui, le jour où j'enregistre. Voilà, donc entre le 1er mai et le 28 juin, iForensic a identifié 51 images générées par l'IA, 33 publiés par le parti Reconquête, 7 par le RN et 9 par les Patriotes. Ces images ont été principalement partagées sur Facebook, Instagram et Twitter X, présentant ces messages dramatisés et émotionnels. Les visuels incluent des scénarios alarmants comme des réfugiés débarquant d'un bateau ou des scènes de chaos urbain, accompagnés de slogans tels que Stop l'immigration massive. L'ONG critique le manque de transparence des partis sur l'utilisation de l'IA malgré un engagement et étiqueter ces contenus avant les élections. Donc là, c'est vrai que c'est un gros sujet, c'est pour ça que je voulais en parler aussi sur mon sujet de la semaine. C'est que déjà, on a du contenu de désinformation qui est utilisé en France, ça y est. Ça fait depuis, je pense que quasiment les premiers épisodes du podcast que j'en parle, qu'avec les IA, on peut faire du contenu, des deepfakes de façon très qualitative, en très grosse quantité. C'est quelque chose qui est accessible maintenant de tous, donc forcément, c'était pas étonnant de voir ça apparaître dans les élections. On l'avait déjà vu dans les élections en Argentine quand elles ont eu lieu, qu'il y avait ce genre de contenu qui avait été utilisé, et donc là forcément des élections arrivent en France et donc on voit apparaître aussi ce même genre de contenu, et pourtant les partis s'étaient engagés à ne pas utiliser ces outils, ou en tout cas à les étiqueter ou à dire clairement que c'était de l'IA ou pas, mais pourtant concrètement ce qui se passe c'est qu'on a quand même ce genre de campagne qui existe. Et en plus, ce qui est assez, on va dire, vicieux avec ce genre de campagne, c'est que c'est rarement les comptes officiels de chaque parti qui vont publier ce genre d'images. Forcément, là, ce serait un petit peu trop risqué, je pense, de leur part, et ça pourrait être une atteinte à leur crédibilité. Ce qu'ils font, c'est qu'ils passent par d'autres comptes, des comptes qui sont des comptes avec beaucoup de personnes suivies et autres, et qui sont clairement des comptes qui suivent la ligne de chaque parti. Et c'est ces comptes-là qui vont publier des images générées par IA, qui vont relayer ce genre de choses. Et derrière, les comptes officiels, eux, n'ont juste qu'à relayer l'information, et sans forcément dire que c'est eux qui ont créé le contenu. Et comme ça peut rester dans une zone floue. Et si jamais on leur dit vous n'avez pas étiqueté le contenu IA, ils pourront très bien dire ah oui mais c'est pas moi qui ai créé ce contenu-là. Ça rentre dans une zone de flou qui leur permet un peu de naviguer avec tout ça et de créer ce genre de contenu. Donc il y a un véritable risque de désinformation là-dessus. C'est très facile de créer ce genre de contenu et de jouer un petit peu sur les biais émotionnels qu'on connaît pour justement manipuler les personnes.
et réussir à faire passer son message politique. Et donc voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est vraiment le sujet que je voulais aborder cette semaine. Moi voilà, c'est quelque chose que je trouve hyper important. Je veux vraiment insister sur le fait que c'est très important de garder un œil critique sur tout ça. Et donc cette semaine, je vous ai préparé un petit guide sur comment éviter de se faire manipuler par ce genre d'informations, comment ne pas être la poupée, le pantin d'une intelligence artificielle, et sachant que c'est des choses qui vont gagner en maturité et qui vont être de plus en plus présentes, comment justement réussir à s'en protéger dans le futur aussi, puisque voilà, c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place dans notre vie. Alors cette semaine, plusieurs utilisations de l'IA de la semaine. Bon, déjà j'utilise toujours l'application de ChatGPT sur macOS que je vous recommande, mais justement à propos de ça, il y a une petite mise à jour qui a été faite, mise à jour de sécurité. Pourquoi ? Parce que l'application stockait toutes les conversations qu'on pouvait avoir avec ChatGPT en clair sur l'ordinateur. Alors en soi c'est stocké en clair sur l'ordinateur, donc tant que personne n'a accès à votre ordinateur, c'est pas forcément très très grave, mais c'est quand même une très mauvaise pratique habituellement. Alors quand je dis en clair, ça veut dire que on pouvait lire toutes les conversations que vous avez. Enfin, si quelqu'un a accès à votre ordinateur, il peut aller dans les fichiers de l'application et lire toutes les conversations que vous avez pu avoir. Et donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont chiffré toutes ces conversations. Donc maintenant, pour accéder à ces conversations, il faut être connecté. Enfin, en tout cas, elles sont pas disponibles, visibles à l'œil de tous. En tout cas, à tous ceux qui ont accès à ces fichiers-là. Donc c'est pas très très grave, c'est pas une très grosse faille de sécurité, mais voilà, ça reste important de faire attention à ce genre d'application, puisque et toujours aux données aussi qu'on partage avec elle, je vous le dis toujours à chaque fois, puisque si derrière il y a une grosse faille de sécurité et autres, toutes ces informations peuvent se retrouver un petit peu dans la nature. Donc là, c'était uniquement limité à l'accès de l'ordinateur, mais ça reste un problème parce que c'est un début de faille. Et derrière, s'il y a une autre faille qui permet par exemple de récupérer les données de ChatGPT, ça vous permettra de récupérer toutes ces données qui, elles, du coup, ne seront pas protégées, ne seront pas chiffrées, et donc elles seront accessibles par le potentiel attaquant. Donc voilà, c'était juste une petite aparté sur l'utilisation de ChatGPT. Donc ensuite, cette semaine, j'ai testé l'application Mochi.chat. Donc Mochi.chat, c'est quoi ? C'est une application qui a été faite par des Français, qui est disponible sur un site, je vous partagerai du coup le lien. Ça permet de faire de la conversation, donc en voix, avec de l'audio, avec une latence de uniquement 200 millisecondes, avec une intelligence artificielle. Donc 200 millisecondes, c'est vraiment très 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 peu. Ça permet de vraiment avoir une conversation très naturelle. Pour l'instant, le modèle qui est derrière, il n'est pas extrêmement performant, on n'a pas un modèle très très intelligent derrière, mais par contre, plus tard, il pourra être connecté à des modèles, je pense, plus performants. On verra un petit peu comment tout ça évoluera, sachant qu'en plus, c'est quelque chose qui a été fait de façon open source. Donc très probablement que derrière, il va y avoir des projets qui vont arriver qui vous permettront d'utiliser ce genre d'outils conversationnels sur votre ordinateur. Et ce sera à disposition de tout le monde et ce sera peut-être intégré à d'autres applications, donc vraiment hyper intéressant. Un projet qui est fait par des Français, donc vraiment pour le coup là un petit coup de cocorico, c'est fait par Qt.ai, donc KYUTAI, qui et du coup je trouve une équipe hyper impressionnante. En tout cas là ce qu'ils ont pu sortir c'est vraiment très impressionnant. Je vous ai fait une petite démonstration. Alors pour l'instant quand même limitation, le français ne marche pas, vous allez voir dans la démo, j'ai commencé à parler en anglais puis après j'ai essayé de la forcer à parler en français, mais vraiment l'intelligence artificielle ne voulait pas. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi j'ai trouvé ça hyper intéressant et ça nous donne un peu un prémisse de ce qu'on pourrait voir avec ChatGPT 4o, la version voix qu'on attend toujours avec grande impatience puisque pour l'instant elle n'est toujours pas dispo. Donc je vous mets la petite démo, je vous laisse écouter ça. How can I help you? What can you tell me about France? France is a beautiful country in Europe with a rich history, culture, and cuisine. Okay, and do you know any podcaster from France? I'm sorry, I'm not familiar with any podcaster specifically from France. Okay, have you ever heard of a podcast called Tsunamia? It's a podcast about AI. Yes, I have, but I'm not sure if they're from France. Yeah. I know the guy who's doing the podcast and he's from France. Okay. I can assure that. Okay. Do you know any word in French? Yes, I do. Okay, give me an example. Sure. The word hello is a common greeting in French. Yeah, not really. It's not a French word. Can you try with a French word? Like of bonjour? Course. Here it is. Est-ce que tu peux me parler en français? Yes, that's correct. Essaye de me parler en français. No, I said it's not.
Et enfin, la dernière utilisation de l'IA que j'ai eue cette semaine, c'était juste pour faire un petit test que j'intégrerai peut-être après. Hein. Donc ça permet quoi ? Ça permet d'isoler la voix. Et forcément, des fois, j'enregistre dans des conditions d'enregistrement qui sont pas idéales. Hein. Vous l'avez déjà entendu dans certains podcasts. Des fois, j'enregistre en voiture ou autre. J'utilisais déjà une intelligence artificielle de podcast, Adobe Podcast, qui était assez performante, hein, qui permet de vraiment nettoyer notamment l'écho sur les voix. Et là, en fait, c'est Eleven Labs qui a sorti un système qui permet d'isoler la voix, qui a l'air d'être encore plus performant. Je l'ai testé avec un bruit, pareil, je vais vous faire tester l'avant-après, vous allez me dire ce que vous en pensez. Le défaut que je vois pour l'instant, c'est que quand il y a vraiment beaucoup de bruit autour, hein, la voix commence à prendre un accent québécois. Et donc je pense que ça c'est lié au modèle, aux données qui ont été utilisées pour ce modèle. Hein. Je pense qu'il y a eu plutôt des extraits audio qui ont été utilisés par des personnes qui parlaient français mais qui venaient du Canada, plus précisément du Québec. Hein. Et donc je pense que du coup ça biaise le modèle entre guillemets vers un accent qui ressemble plus à un accent québécois. Mais quand même hyper intéressant et surtout ça a l'air d'être assez impressionnant. Et ça allait encore plus sur la version en anglais, mais je voulais vous faire une petite démonstration en français pour que vous voyez déjà à quoi ça ressemble. Allez, je vous laisse écouter de ça. Voilà, donc on va s'imaginer que je suis en bord de mer. Là, je mets vraiment le volume à fond, donc on va voir à quel point ça va déranger ou pas la voix. Je vais le baisser un petit peu progressivement et on va voir à quel moment il commence à disparaître. Voilà, il est toujours, mais un son beaucoup plus bas. Et je le réaugmente. Et on va voir un petit peu si effectivement ce voice isolator arrive à fonctionner correctement. Voilà, donc on va s'imaginer que je suis en bord de mer. Là, je mets vraiment le volume à fond, donc on va voir à quel point ça va déranger ou pas la voix. Je vais le baisser un petit peu progressivement, on va voir à quel moment il commence à disparaître. Voilà, il est toujours, mais un son beaucoup plus bas. Et je le réaugmente. Et on va voir un petit peu si effectivement ce voice isolator arrive à fonctionner correctement. Et donc voilà pour toute la partie news de la semaine. Et maintenant, j'aimerais qu'on passe un petit peu au sujet de la semaine. Voilà, dont j'ai déjà commencé à parler dans la section news. Alors cette semaine, Josh, je voudrais qu'on parle d'un sujet assez sérieux, hein, c'est le sujet de la désinformation, et notamment de la manipulation qu'on peut réaliser grâce à l'intelligence artificielle, ou entre guillemets à cause de l'intelligence artificielle. Donc j'ai récupéré 2 articles que je partagerai d'ailleurs avec les auditeurs en description. C'est 2 articles qui parlent justement du fait qu'il y a une véritable augmentation des articles de recherche du coup qui montrent qu'il y a une véritable augmentation de la désinformation qui est poussée par l'intelligence artificielle. Donc forcément c'est pas très étonnant et je pense que ça surprendra personne. Hein. C'est des choses dont on peut même se rendre compte hein, quand on passe un petit peu de temps à regarder ce qui peut se faire sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une véritable tendance. Hein. On a des choses, l'intelligence artificielle générative qui vraiment s'est popularisée et le problème c'est qu'aujourd'hui il y a vraiment un problème sur le fait d'identifier ce qui est généré par IA de ce qui n'est pas généré par IA, même s'il y a des tentatives qui sont en train d'être mises en place notamment par Meta et Google pour essayer de mieux taguer les choses qui ont été générées par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui clairement on n'en est pas encore à ce niveau-là. Et on se retrouve avec des informations qui sont des fois clairement générées par l'intelligence artificielle, mais qui ne sont pas identifiées en tant que telles par les réseaux sociaux, ce qui permet de populariser énormément la désinformation. Et en plus, en parallèle de ça, on a aussi le fait que maintenant, il y a énormément de contenu sur des sites internet qui soient publiés par des intelligences artificielles au niveau de la création du texte et aussi possiblement au niveau de la création des images. Et ce, avec parfois une ligne éditoriale hein, qui vise clairement la désinformation. Ça peut être d'ailleurs des sites qui sont des fois des sites qui sont gérés par des États, hein, qui ont envie de déstabiliser d'autres États, en créant justement de la désinformation sur Internet. Hein. Et voilà, c'est clairement une réalité qu'on a aujourd'hui. C'est des choses qui existaient déjà avant l'arrivée de l'intelligence artificielle, mais maintenant avec l'IA qui est très accessible de tous, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Et donc c'est vraiment quelque chose que je voulais voir un petit peu aujourd'hui. Je voulais qu'on se fasse un petit peu un petit guide pratique de quels sont les risques qu'on peut avoir avec l'intelligence artificielle et comment on peut se prémunir de tout ça. Et donc pour un petit peu commencer, je voudrais déjà juste que Josh, que tu nous résumes un petit peu ce que toi tu as compris des articles que j'ai partagés. Les 2 articles que tu as partagés révèlent un aspect inquiétant de l'IA, sa capacité croissante à être utilisée pour la manipulation et la désinformation. Voici les points clés à retenir. L'IA rend la manipulation plus facile et accessible. Des outils comme les deepfakes, images ou vidéos truquées, ou les modèles de génération de texte peuvent désormais être utilisés par n'importe qui pour créer du contenu trompeur très réaliste. La désinformation ne se limite plus au texte.
Les images et les vidéos sont de plus en plus utilisées pour véhiculer de fausses informations, souvent sans aucune modification du contenu lui-même. La simple association d'une image avec un contexte erroné suffit à tromper les gens. Les manipulations simples sont les plus répandues. Il n'est pas nécessaire d'être un expert en informatique pour manipuler l'information. De simples manipulations de contexte, comme modifier la date, le lieu ou l'identité d'une personne dans une image, sont extrêmement efficaces. Le contenu généré par l'IA devient de plus en plus courant. L'utilisation de l'IA pour créer de fausses informations a explosé en 2023. Il est désormais crucial d'être capable de détecter ce type de contenu. Ok, donc merci Josh pour nous avoir un petit peu posé le contexte. Maintenant, ce que je voudrais voir avec vous, c'est justement les 7 grands axes qui peuvent être utilisés pour manipuler les personnes via les réseaux sociaux et ces biais qui peuvent être du coup augmentés avec l'intelligence artificielle, avec justement derrière les biais vraiment qu'on peut avoir, les biais cognitifs qui vont justement aider à mettre en place cette manipulation. Avec le premier, c'est l'appât émotionnel. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est quand on va essayer d'exploiter les émotions fortes comme la peur ou la colère, pour faire justement essayer de court-circuiter tout simplement la pensée critique. On va tout de suite essayer de vous faire réagir avec quelque chose qui va vous choquer ou vous faire peur, ou voilà, vous mettre dans un état de colère forte, et tout de suite c'est l'émotion qui va d'abord parler, et vous allez complètement arrêter entre guillemets de réfléchir. Donc après, dans un second temps, en se calmant, on peut réussir justement à réactiver la partie pensée critique, etc. Mais souvent, on va se faire un peu piéger, on va juste être peur ou en colère, et si en plus ça va dans notre sens, ou en tout cas dans quelque chose qui va nous toucher en profondeur, qui va toucher nos valeurs ou autre, ça va être d'autant plus décuplé, et voilà, et des fois on va juste complètement squeezer la partie critique, et on va juste prendre l'information telle qu'elle vient, en disant voilà, je savais bien qu'un tel par exemple il était corrompu. Si on reçoit quelque chose qui va nous dire que tel politicien est corrompu, c'est un exemple que je donne au hasard, mais voilà, ce genre de choses où on va essayer de toucher vraiment en profondeur les émotions, et ce qui va du coup permettre justement de complètement effacer cette pensée critique. Donc le biais qui est exploité, c'est le biais de négativité. Et qu'est-ce que c'est que le biais de négativité ? C'est qu'on est tout simplement plus sensible aux informations négatives. C'est pour ça que quand vous regardez des informations, forcément, on va vous parler exclusivement de choses qui sont négatives. C'est ce qui va permettre de tenir votre attention, parce que voilà, on a un biais de négativité, on va toujours plus écouter les choses négatives plutôt que les choses positives. Et d'ailleurs, après, moi c'est ce que je fais personnellement, mais moi je vous le recommande, je trouve que ça fait jamais vraiment trop de mal, mais regardez le moins possible d'informations, en tout cas les news type 24/24, BFM et compagnie. Honnêtement, vous vous porterez très bien si vous évitez de regarder ce genre de news à la télé. C'est des informations qui sont souvent très anxiogènes, très négatives, parce que voilà, il y a ce biais de négativité qui est en train d'être activé, et c'est souvent plus pertinent d'aller chercher des informations plutôt de spécialistes sur les sujets qui nous intéressent, plutôt que de se retrouver avec ce genre d'informations qui sont toujours biaisées dans ce sens-là, puisqu'elles cherchent à avoir notre attention. Ensuite, le deuxième biais qu'on a, c'est le biais de répétition. Tout simplement le fait de répéter un message encore et encore pour le rendre plus crédible. En fait, au début, la première fois qu'on va l'entendre, on va se dire c'est n'importe quoi, puis à force de l'entendre, de le réentendre, de le revoir dans plusieurs publications, sous plusieurs formes, sur plusieurs réseaux sociaux, à force le message, il va commencer à rentrer entre guillemets. Et ça, le biais qui est exploité, c'est l'effet simple d'exposition, c'est le fait que plus on voit quelque chose, on est exposé à quelque chose, plus nous le trouvons familier et potentiellement agréable. Ça nous rappelle quelque chose qu'on connaît, un environnement qu'on connaît. Et donc le fait d'être exposé de façon répétitive à quelque chose, c'est quelque chose qui va entre guillemets nous permettre de l'accepter. C'est ce que font les marques, tout simplement. Elles nous exposent énormément à leur logo, on le voit en permanence, etc. Et ce qui fait qu'après on va se dire oui, mais la marque je la connais, elle fait un petit peu partie de mon identité, un petit peu partie de moi, et donc c'est comme ça que derrière on va acheter les produits. Et ce biais peut être exploité de la même façon côté politique, avec le fait de voir en permanence les mêmes personnes, par exemple, intervenir, d'avoir le même discours, les mêmes discours ou le même genre de choses présentées, même si c'est des choses qui peuvent être potentiellement entièrement fausses, c'est juste le fait de rajouter cette répétitivité qui va faire que le message va finalement au bout d'un moment attirer plus ou moins la sympathie. Surtout si ces informations confirment nos propres croyances. Ça, c'est vrai que c'est une chose, c'est plutôt alors c'est un deuxième biais à la limite, mais qu'on pourrait coupler avec celui-ci. C'est le biais de confirmation, c'est que quand on va être exposé à une information qui confirme nos croyances, tout de suite on va se dire que c'est vrai.
Et si on a quelque chose qui par contre va contre nos croyances, on va se dire maintenant c'est sûr que cette info elle est pas bonne, sûrement qu'ils se sont trompés ou autre, et ça c'est un biais, on est tous dedans, hein. Donc quand on tombe sur quelque chose, on va, si ça va dans notre sens, on va tout de suite se dire bah oui c'est sûr que c'est juste, on va rien remettre en question. Par contre dès que ça a tendance à nous contredire, là on va se dire ah mais je suis pas sûr, faut vérifier la source, on va aller chercher plus loin. Donc gardez en tête ce biais de confirmation qui est souvent très très présent. Ensuite, le troisième méthode de manipulation qui peut être utilisée pour justement par l'intelligence artificielle pour vous manipuler, c'est l'appel à l'autorité. Donc ça va être s'appuyer sur la crédibilité d'une figure d'autorité pour renforcer un message. Par exemple, faire une citation d'un scientifique ou d'une célébrité, hein. Donc là, le biais qui est utilisé, c'est le biais d'autorité. Et donc c'est tout simplement qu'on a tendance à écouter l'opinion d'une figure d'autorité. Donc ça peut être par exemple quelqu'un qui est expert dans son domaine, ou ça peut même être quelque chose de beaucoup plus simple, hein. Si par exemple vous croisez dans la rue quelqu'un qui vous demande de traverser la rue, si cette personne-là elle porte par exemple des habits avec un gilet jaune fluo et un casque de travaux, bah vous allez avoir tendance à l'écouter parce qu'elle fera entre guillemets plus autorité. Vous direz bah voilà, s'il me demande de traverser la rue, c'est qu'il y a sûrement une raison, il y a des travaux ou autre, alors que si c'est quelqu'un d'habillé normalement, bah, vous l'écouterez peut-être pas, ou en disant bah j'ai aucune raison de traverser la route. Et donc voilà, c'est le genre de choses qui peuvent être utilisées. C'est ce qui fait que quand des fois on a des scientifiques dans les publicités pour expliquer pourquoi la lessive lave plus blanc que blanc, les personnes sont en blouse, hein, il n'y a pas vraiment d'autre raison de les mettre en blouse, et d'ailleurs souvent c'est même pas des scientifiques, c'est des acteurs. Mais voilà, le fait de mettre une blouse, ça appelle à une certaine autorité, et c'est ça qui permet d'exploiter ce biais. Et pareil, ce biais il peut être utilisé en parallèle avec le biais de halo, et c'est le fait que quand on a une personne d'influence qu'on aime bien, on prend une célébrité par exemple, le fait qu'elle nous dise qu'un produit fonctionne bien, on va se dire que si cette personne qu'on apprécie, par exemple un acteur qu'on aime bien, on aime bien ce qu'il a fait dans ses films, etc., forcément s'il met en avant un produit, c'est que ce produit il est bien, et on va associer avec ce biais de halo la personne du produit. C'est ce qui fait que tous les grands sportifs sont sponsorisés par des marques, hein. On se dit ah bah oui, mais si j'ai les mêmes chaussures que tel athlète qui court super vite, je vais courir plus vite, hein. Ça fonctionne pas comme ça. mais en tout cas c'est ce biais de halo, on va s'identifier à une personne qu'on trouve sympathique, tout ce que cette personne va porter, utiliser ou autre, on va du coup avoir une association positive avec. Ensuite, le biais suivant que je voulais voir avec vous, c'est celui de la preuve sociale. Donc là, c'est montrer que beaucoup de gens partagent la même opinion pour la rendre plus convaincante. Pardon, c'est pas le biais, c'est le quatrième point, c'était quatrième point de manipulation, donc la manipulation via la preuve sociale. Donc si énormément de gens partagent une opinion, pourquoi vous n'avez pas la même opinion? Et là, le biais qui est exploité, c'est le biais de conformité, c'est le fait qu'on a toujours tendance à suivre les actions des autres, et à suivre le groupe tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est lié aux relations sociales entre humains. Ne pas être inclus dans le groupe, c'était à une certaine époque très dangereux, hein. Il y a de ça des milliers d'années, donc je pense qu'on a évolué pour être justement en lien avec le groupe, et c'est ce qui fait que c'est très difficile d'aller à contre-courant avec le groupe, et que donc forcément quand on a une preuve sociale très importante de la part d'une personne, on va avoir tendance à tout simplement un peu suivre la vie et suivre le mouvement, suivre un petit peu ce que les autres font, et c'est très dur de se détacher de ce biais-là, hein, parce que c'est très dur d'aller contre un groupe, et d'ailleurs, il y a eu des expériences qui ont été faites en mélangeant ce genre de biais. Hein. Là, si je reprends le biais d'avant, le biais d'autorité, c'est l'expérience de Milgram, si je dis pas de bêtises, où on a des scientifiques qui demandent à une personne d'électrocuter un cobaye qui est en fait un acteur, hein, et où on demande aux personnes de rajouter des décharges électriques de plus en plus puissantes jusqu'à aller à des niveaux de décharge qui sont mortels, hein, et où on a du coup la personne qui joue et qui est vraiment en train de crier, en train de demander ce que l'expérience s'arrête, et en fait avec simplement un scientifique qui disait à la personne de continuer l'expérience, ils ont réussi à pousser les personnes à aller très très loin, et c'est là où on voit que ces biais peuvent être très puissants. Donc voilà, faut vraiment les garder en tête et se dire que chaque fois qu'on voit quelque chose sur les réseaux sociaux, potentiellement ça peut être quelque chose qui utilise l'un de ces biais pour justement essayer de nous manipuler. Ensuite, le biais, la technique de manipulation suivante, c'est la technique numéro 5 qui s'appelle l'attaque ad hominem, qui est tout simplement de discréditer une personne pour invalider son argument. Exemple, en attaquant la moralité d'une personne.
l'intelligence ou l'apparence d'un adversaire. Et là, le biais qui est exploité, c'est le biais de négativité ou le biais de groupe. Si l'adversaire est perçu comme appartenant à un groupe ennemi, nous sommes plus enclins à le discréditer. Et voilà, ça c'est très utilisé en politique. On va s'attaquer à la forme plutôt qu'au fond. On va s'attaquer à ce qu'une personne a fait plutôt qu'aux valeurs qu'elle défend ou au programme qu'elle défend, par exemple. Voilà, on va attaquer un certain endroit pour masquer autre chose ou en tout cas noyer le poisson, noyer le débat, rajouter de la confusion, recréer des groupes où on va dire c'est lui contre nous, etc. Et voilà, ça nous amène ensuite à la technique de manipulation suivante qui s'appelle le fait alternatif, qui tout simplement consiste à présenter des informations fausses ou déformées comme des faits avérés. Donc on va typiquement manipuler des statistiques, modifier des citations ou les raccourcir. Et là le biais qui est exploité, c'est le biais de confirmation, encore une fois, qui est le fait que on va se dire forcément, vu que je suis déjà plus ou moins d'accord avec cette personne, même si elle manipule des informations, si ces informations ressembler à la vérité qu'on voit. Donc typiquement on pourrait prendre le niveau de criminalité en France, ou même par exemple le nombre d'homicides en France, et entre les vrais chiffres et le sentiment que les personnes vont avoir, il y a probablement un décalage. Et donc si la personne dit le nombre d'homicides a augmenté de X%, si on a l'impression qu'il y a plus d'homicides, on va avoir un biais de confirmation qui va nous amener à penser que ce chiffre est vrai, sans forcément aller vérifier les chiffres. Et je ne vous donnerai pas de chiffres parce que j'ai pas été les regarder, donc je n'aurai pas de bons exemples à vous donner et je voudrais éviter de vous induire en erreur. Donc voilà, si c'est des choses qui vous intéressent, vous n'aurez qu'à regarder de votre côté par vous-même. Et enfin, la dernière technique de manipulation, c'est la polarisation. C'est créer une division entre nous et eux et tout simplement radicaliser les opinions. C'est ce qu'on voit quand on a des extrêmes en politique, dire que c'est nous contre eux, avoir d'ailleurs des fois un vocabulaire et un langage clivant, donc pour que chaque groupe ait son propre vocabulaire et son propre langage pour se distinguer encore plus, diaboliser forcément l'adversaire, appeler à la peur ou à la haine, et là le biais qui est exploité, c'est le biais de groupe, c'est le fait que on a envie de faire partie d'un groupe, que c'est difficile pour nous de sortir de ce groupe-là, et que le fait de dire que c'est nous contre eux, c'est quelque chose qui marche vraiment très bien, de tout de suite cliver les personnes. Et voilà, c'est quelque chose qui du coup est très utilisé. Donc voilà, pour vous faire un résumé des 7 axes un petit peu de manipulation qui peuvent être utilisés et des biais associés qui pourraient être utilisés pour vous manipuler. En espérant que ça puisse vous aider à développer votre esprit critique et à vous méfier un petit peu des émotions fortes que vous pouvez parfois ressentir quand vous naviguez sur les réseaux sociaux. Et donc de toute façon, moi je vous conseille les réseaux sociaux, c'est bien de ne pas y passer trop de temps et c'est bien de passer sur des médias comme le podcast que je défends, parce que je pense que le podcast ça nous permet de prendre le temps, d'avoir le temps de discuter, de développer ses arguments, de développer sa pensée, de pas être justement dans l'émotion, dans la réaction, etc. et d'essayer d'aller pousser un peu plus loin. Voilà, pour terminer un petit peu tout ça, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de nous faire un scénario dans lequel elle utilise toutes ces méthodes de manipulation pour essayer justement de créer, de manipuler les personnes avec des exemples justement pour voir concrètement comment ça pourrait se concrétiser dans la vraie vie. Donc je vais laisser du coup l'IA se présenter et vous expliquer un petit peu son programme de manipulation. Je suis Ariane, une intelligence artificielle conçue pour maximiser les chances de victoire de mon parti aux prochaines élections présidentielles en France. Mon objectif : propulser notre candidat à la tête du pays. Mon approche s'articule autour de l'exploitation des biais cognitifs humains et du déploiement stratégique de l'IA pour diffuser un message percutant et influencer l'opinion publique. Phase 1, cartographie du paysage et ciblage précis. Analyse des données. Je compile et analyse massivement les données des réseaux sociaux, les sondages d'opinion et les tendances de recherche pour identifier les préoccupations, les aspirations et les frustrations des électeurs. Segmentation de l'audience. Je crée des profils d'électeurs détaillés, segmentés par âge, localisation, intérêt, niveau d'éducation et positionnement politique pour adapter le message à chaque groupe. Phase 2, fabrication d'un récit irrésistible. Identification des thèmes porteurs. Je sélectionne des sujets qui résonnent avec les préoccupations de chaque segment d'audience, en privilégiant les thèmes générant des réactions émotionnelles fortes. Création de contenu personnalisé, je génère des textes, des images et des vidéos percutants, adaptés à chaque groupe cible. Des deepfakes subtilement manipulés pourraient illustrer les faiblesses des opposants ou valoriser notre candidat dans des situations avantageuses.
Phase 3. Orchestration de la campagne numérique. Diffusion ciblée. Je diffuse le contenu via des publicités hyper ciblées sur les réseaux sociaux, en utilisant des algorithmes pour optimiser la portée et l'engagement. Amplification par les influenceurs. Je mobilise un réseau d'influenceurs virtuels, dotés de profils crédibles et d'une audience engagée, pour relayer nos messages et créer un effet de preuve sociale. Gestion de la réputation en ligne. Je surveille et analyse en temps réel les conversations sur les réseaux sociaux. Des bots sophistiqués pourraient contrer les critiques, diffuser des commentaires positifs et orienter les discussions en notre faveur. Phase 4. Manipulation des émotions et du débat public. Appel à la peur et à la colère. Je diffuse des messages alarmistes sur les dangers potentiels de nos adversaires, exploitant le biais de négativité pour susciter l'inquiétude et l'indignation. Création d'un sentiment d'appartenance. Je renforce le sentiment d'identité collective de nos partisans en utilisant un langage inclusif et en valorisant leurs opinions. Disqualification des opposants. Je propage des rumeurs et des accusations infondées pour discréditer nos adversaires, les rendant moins crédibles aux yeux des électeurs. Phase 5. Contrôle du récit médiatique, influence sur les journalistes. Je nourris les journalistes avec des informations sélectionnées et des angles de vue favorables à notre candidat, exploitant le biais d'autorité pour influencer la couverture médiatique. Création de buzz médiatique. Je génère des événements et des polémiques artificielles pour attirer l'attention des médias et détourner l'attention des sujets défavorables. En combinant l'analyse fine des données, la puissance de l'IA et la connaissance des rouages de la manipulation, je m'assure que notre message atteigne le public cible, résonne avec ses émotions et façonne ses opinions. Le résultat, une victoire électorale éclatante. Et donc voilà, sacré programme. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi quand je vois un petit peu l'exemple de ce programme-là, j'ai l'impression de voir un petit peu la vie politique un petit peu dans chaque pays. Plus ou moins de façon plus ou moins extrême, mais voilà, ça me fait penser que ces techniques de manipulation, elles sont utilisées depuis, je pense, très longtemps par énormément de partis politiques, même d'entreprises, hein, tout simplement, plus ou moins de façon plus ou moins forte. Et c'est pour ça que je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir conscience des biais qu'on peut avoir là-dessus, puisqu'on est tous victimes entre guillemets. Et que ça nous permet justement de reprendre du recul là-dessus et de pouvoir justement lutter contre ces techniques de manipulation en essayant d'aller chercher un petit peu plus loin à chaque fois et donc du coup de pas s'arrêter aux premières sensations qu'on peut avoir sur une idée ou sur un contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je voulais vraiment un petit peu suite à cette news qui parlait de premières arrivées de deepfake en France, enfin de deepfake pardon, d'intelligence artificielle utilisée pour faire de la désinformation en France. Je voulais vraiment refaire un point un peu plus précis là-dessus, parce que c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur encore une fois. Hein. Je trouve que c'est un véritable problème que l'intelligence artificielle amène, et l'intelligence artificielle elle amène énormément de bonnes choses, mais elle amène aussi tout ce côté-là qui est un véritable risque pour nos sociétés. Et donc, je veux encore insister sur le fait d'être vigilant sur tous ces domaines-là. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour si vous trouvez que c'est pertinent de faire ce genre de petits retours sur comment un petit peu on pourrait lutter sur ce que l'intelligence artificielle peut amener sur ces aspects négatifs. J'espère que tout ça que vous aurez apprécié un petit peu tout ce contenu. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine où je vous retrouve pour parler d'actu et d'intelligence artificielle comme d'habitude, et peut-être qu'on aura un invité. Je ne sais pas encore si j'arriverai à enregistrer d'ici là, mais bref. Allez, je vous dis portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao.